Loi 42. Éliminer l'agitateur. Principe. Souvent, un problème de groupe est lié à un seul fauteur de trouble, un arrogant sous-fifre promu empêcheur de tourner en rond. Si vous lui laissez les moyens de nuire, les autres succomberont à son influence. N'attendez pas que les problèmes créés par un élément récalcitrant se multiplient et n'essayez pas de négocier avec lui. Il est incorrigible. Neutralisez son influence en l'isolant ou en l'excluant. Décapitez la bande et vous en reprendrez le contrôle. Respect de la loi, exemple 1. À la fin du VIe siècle avant notre ère, Athènes renversa les tyrans qui dominaient sa vie politique depuis des décennies. Ils laissèrent place à une démocratie qui allait durer plus d'un siècle, source du pouvoir de la cité et son plus beau succès. Cependant, sous le régime démocratique, les Athéniens virent surgir un problème nouveau. Certains individus se souciaient peu de la cohésion de cette petite cité pourtant entourée d'ennemis, ne travaillaient pas à sa plus grande gloire et ne pensaient qu'à eux-mêmes, à leurs propres ambitions et à leurs intrigues mesquines. Les Athéniens comprirent que si on les laissait faire, ces individualistes allaient semer la discorde, diviser la ville en factions et créer des ressentiments. Bref, mener la démocratie à la ruine. Les châtiments violents ne pouvaient convenir à l'ordre nouveau, joyau de la civilisation créé par Athènes. Les citoyens trouvèrent donc un moyen plus satisfaisant et moins brutal de châtier les trublions. Chaque année, ils se rassemblaient sur l'agora, la place publique, et chacun écrivait sur un ostracone, morceau de terre cuite, le nom de l'individu qu'il voulait voir frappé d'ostracisme, c'est-à-dire banni de la cité pour 10 ans. Si le même nom apparaissait sur 6000 bulletins, la personne en question était immédiatement condamnée à l'exil. Si aucun nom n'était cité 6000 fois, la personne qui réunissait le plus d'ostracas était condamnée à 10 ans de bannissement. Cette expulsion rituelle devint une sorte de festival. Quel bonheur de se débarrasser de ces inquiétants électrons libres qui voulaient à tout prix s'élever au-dessus d'un groupe qu'ils auraient dû servir. En 490 avant Jésus-Christ, Aristide, l'un des plus grands généraux de l'histoire athénienne, avait contribué à la défaite des Perses lors de la bataille de Marathon. Son sens aigu de la justice hors du champ de bataille l'avait fait surnommer le Juste. Mais avec le temps, les Athéniens le prirent en grippe. Il se vantait insupportablement de sa vertu, et cela, croyait-on, déguisait un sentiment de supériorité et de mépris pour les gens du commun. Son omniprésence dans la vie politique d'Athènes devint odieuse. Les citoyens ne supportaient plus qu'on l'appelle le Juste. Ils craignaient qu'Aristide ne soit exactement le genre d'homme hautain, au jugement facile, qui finirait par les diviser férocement. En 482 avant Jésus-Christ, malgré l'atout que représentait Aristide dans la guerre contre les Perses, ils réunirent l'Ecclésia et réussirent à le bannir. Après l'ostracisme d'Aristide, le grand général Thémistocle devint le plus important homme politique de la cité. Mais ses nombreuses victoires et les honneurs qu'il avait reçus lui montèrent à la tête, et lui aussi devint arrogant et dominateur, rappelant constamment aux Athéniens les batailles qu'il avait gagnées, les temples qu'il avait construits et les dangers qu'il avait écartés. Il avait l'air de dire que sans lui, la cité courrait à sa perte. Alors, en 472 avant Jésus-Christ, 6000 ostracas portèrent le nom de Thémistocle et la cité fut débarrassée de sa présence. La plus grande figure politique de l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ fut sans aucun doute Périclès. Même s'il fut menacé d'ostracisme à plusieurs reprises, il y échappa en restant très lié au peuple. Peut-être avait-il appris cette leçon enfant, avec son tuteur favori, l'illustre Damon, qui avait gagné l'admiration de tous les Athéniens par son intelligence et ses talents musicaux et rhétoriques. C'est Damon qui enseigna à Périclès l'art de gouverner. Cependant, lui aussi fut ostracisé, car ses airs supérieurs et ses manières insultantes envers les gens du peuple avaient éveillé beaucoup de ressentiment.
Autour de la fin de ce siècle vivait un certain Hyperbolos. La plupart des auteurs de l'époque le décrivent comme le citoyen le plus indigne de la cité. Il n'avait que faire de ce que l'on pensait de lui et disait pique-pendre de ceux qu'il n'aimait pas. Il en amusait certains, mais en irritait beaucoup. En 417 avant Jésus-Christ, Hyperbolos vit l'occasion de semer la zizanie entre les deux chefs politiques de l'époque, Alcibiade et Nicias. Il espérait que l'un des deux serait ostracisé et qu'il pourrait prendre sa place. Sa campagne sembla porter ses fruits. Les Athéniens n'aimaient ni le mode de vie flamboyant et insouciant d'Alcibiade, ni l'attitude hautaine et la richesse de Nicias. L'un ou l'autre serait certainement exclu. Mais Alcibiade et Nicias, même s'ils étaient notoirement ennemis, unirent leurs forces pour faire ostraciser Hyperbolos. Le trouble qu'il semait, disait-il, ne pouvait être apaisé qu'en le bannissant. Les ostracisés précédents étaient pour beaucoup des hommes puissants, extraordinaires. Mais Hyperbolos n'était qu'un bouffon. Les Athéniens eurent le sentiment que, en le bannissant, on avilissait la tradition de l'ostracisme. Ils mirent donc un terme à une coutume qui avait pourtant été l'une des clés de la paix et de la grandeur d'Athènes pendant près d'un siècle. Interprétation. Les Athéniens de l'Antiquité avaient un sens politique ignoré aujourd'hui. Le cours du temps l'a émoussé. Citoyens au plein sens du terme, les Athéniens avaient compris le danger des comportements asociaux. Ils savaient que ce type de comportement se déguise souvent pour prendre d'autres formes. Une ambition démesurée aux dépens du bien commun, un complexe de supériorité, des intrigues secrètes et une manie de semer la zizanie. Certains de ces comportements détruisaient la cohésion de la cité en créant divisions et dissensions. D'autres détruisaient l'idéal démocratique en rendant le peuple jaloux de l'élite. Les Athéniens n'essayaient pas de rééduquer ces trublions, ni de les faire rentrer dans le rang d'une manière ou d'une autre, encore moins de leur imposer une sanction violente qui n'aurait fait qu'engendrer d'autres problèmes. La solution était rapide et efficace, s'en débarrasser. On peut identifier dans n'importe quel groupe la source unique de toutes les tensions. Un mécontent, aigri chronique, qui communique au groupe son propre mal-être. L'insatisfaction se répand avant que l'on en connaisse la cause réelle. Prenez les devants. N'attendez pas qu'il devienne impossible de distinguer les problèmes les uns des autres et de comprendre où le mal a commencé. Tout d'abord, identifiez le fauteur de trouble. Il est omniprésent et systématiquement négatif. Une fois que vous l'avez trouvé, inutile d'essayer de le changer ou de le calmer, cela ne ferait qu'empirer les choses. Ne l'attaquez pas, ni directement ni par la bande. Il est fondamentalement venimeux et vous détruirait par un travail de sape. Faites comme les Athéniens. Bannissez-le avant qu'il ne soit trop tard. Séparez-le du groupe avant qu'il ne devienne l'œil du cyclone. Ne lui laissez pas le temps d'attiser les tensions et de semer le mécontentement. Ne lui laissez ni la place ni le temps d'agir. Sacrifiez-en un seul pour la paix de tous. Lorsque l'arbre tombe, les singes s'égaillent. Proverbe chinois. Respect de la loi, exemple 2. En 1296, les cardinaux de l'Église catholique se réunirent en conclave à Rome pour élire un nouveau pape. Le cardinal Gaetani fut élu car c'était un homme d'une habileté politique incomparable. Il était capable de faire du Vatican une grande puissance. Ayant choisi le nom de Boniface VIII, il prouva rapidement qu'il méritait l'estime que les cardinaux lui portaient. Il planifiait avec soin ses actions et ne reculait devant aucun obstacle. Une fois au pouvoir, Boniface VIII écrasa rapidement ses rivaux et unifia les États pontificaux. Les puissances européennes se mirent à le craindre et envoyèrent des délégations afin de négocier avec lui. Le duc d'Autriche, Albert Ier de Habsbourg, lui céda même un territoire. Tout se passait comme le pape l'avait prévu. Cependant, il lui manquait une région clé, la plus riche d'Italie, la Toscane.
Si Boniface VIII arrivait à conquérir Florence, capitale de la Toscane, la région serait à lui. Mais Florence était une fière république, difficile à abattre. Le jeu était serré. Florence était alors divisée en deux factions guelfes rivales, les Noirs et les Blancs. Les guelfes blancs regroupaient les nouveaux riches, des marchands qui avaient réussi, les guelfes noirs, les vieilles familles fortunées. Grâce à leur popularité, les Blancs avaient pris le contrôle de la cité au grand mécontentement des Noirs. L'animosité entre les deux factions allait croissant. Boniface VIII vit dans cette situation une occasion en or. Il comploterait pour aider les Noirs à prendre le pouvoir, et Florence serait à lui. Étudiant la situation, il repéra Dante Alighieri, immense écrivain, poète et ardent défenseur des Blancs. Dante avait toujours été attiré par la politique. Il avait une foi passionnée en la République et tensait souvent ses concitoyens pour leur manque de courage. C'était aussi l'orateur le plus éloquent de la cité. En 1300, l'année où Boniface VIII commença à convoiter la Toscane, les concitoyens de Dante l'avaient élu à la fonction la plus haute, faisant de lui l'un des 6 prieurs de la cité. Pendant les 6 mois de son mandat, il ne cessa de lutter contre les Noirs et contre les tentatives du pape pour semer le désordre. En 1301, Boniface VIII mit en place un nouveau plan. Il appela à la rescousse Charles de Valois, puissant frère du roi de France, pour l'aider à mettre de l'ordre en Toscane. Charles se mit en marche vers l'Italie du Nord et Florence trembla. Dante apparut rapidement comme l'homme capable de fédérer le peuple. Il le haranguait avec véhémence, s'opposant aux tentatives d'apaisement de certains, s'efforçant désespérément d'armer les citoyens et organiser la résistance contre le pape et son laquais, le prince étranger. De gré ou de force, Boniface VIII devait neutraliser Dante. Ainsi, tout en menaçant Florence par l'intermédiaire de Charles de Valois, il proposa la négociation, espérant que Dante mordrait à l'appât. Effectivement, les Florentins décidèrent d'envoyer une délégation à Rome pour négocier la paix. Comme on pouvait le prévoir, Dante fut désigné pour diriger la mission. On prévint le poète que le pape lui tendait ainsi un piège pour l'éloigner. Mais Dante n'en partit pas moins pour Rome. Quand il y arriva, l'armée française campait aux portes de Florence. Dante avait foi en son éloquence. Ses raisonnements, croyait-il, convaincraient le pape et sauveraient la cité. Mais lorsque le pape rencontra la délégation florentine, Dante à sa tête, il les mit immédiatement au pas, comme c'était son habitude. « À genoux devant moi !» ordonna-t-il d'emblée. « Soumettez-vous à moi. En toute sincérité, je n'ai d'autre souci que la paix. » Subjugués, les Florentins l'écoutèrent sans mot dire. Le pape leur promit de veiller sur leurs intérêts, puis leur conseilla de retourner chez eux, non sans laisser à Rome l'un de leurs membres pour poursuivre les négociations, Dante. Boniface VIII s'adressait à eux avec la plus extrême politesse, mais tout le monde savait que c'était un ordre. Dante resta donc à Rome. Et tandis qu'il poursuivait le dialogue avec le pape, Florence tomba. Il n'y avait plus personne pour rassembler les Blancs. Et comme Charles de Valois avait l'argent du Vatican pour acheter les uns et les autres et semer la discorde, les Blancs se battirent entre eux, certains défendant les négociations, d'autres la soumission. Face à un ennemi divisé et fragile, les Noirs les mirent à terre en quelques semaines, puis se vengèrent violemment. Une fois les Noirs solidement au pouvoir, le pape chassa Dante de Rome. Les Noirs ordonnèrent à Dante de revenir pour être jugé. Le poète refusa, et ils le condamnèrent à être brûlé vif s'il remettait le pied à Florence. Dante entama donc un long exil, errant à travers l'Italie, chassé de la cité qu'il aimait. Jamais il ne devait retourner à Florence, même pour y être enterré. Interprétation. Boniface VIII savait que s'il trouvait le moyen d'éloigner Dante, Florence s'effondrerait. Il lui joua le plus ancien des tours. Sa main gauche brandit la menace, la droite le rameau d'olivier.
Dante n'y résista pas. Une fois le poète à Rome, le pape le retint aussi longtemps qu'il le fallut. Car Boniface VIII avait compris un principe majeur des jeux de pouvoir. Une seule personne décidée, un seul esprit libre, peut faire d'un troupeau d'agneaux bêlants une bande de lions. Il isola donc le fauteur de troubles. Sans ce pilier de la cité pour les rassembler, les moutons s'égaillèrent vite. C'est la morale de cette anecdote. Il est inutile de perdre du temps à combattre une hydre. Trouvez sa seule tête pensante, le meneur décidé, intelligent et surtout charismatique. Quoi qu'il en coûte, il faut l'éloigner, car à distance il perd tout pouvoir. Son éloignement pourra être physique, ostracisme, bannissement de la cour, politique, réduction de sa base de partisans, ou psychologique, exclusion du groupe à l'aide d'insinuations calomnieuses. Un cancer commence par une seule cellule, opérée avant que le mal ne devienne incurable. Les clés du pouvoir. Dans les siècles passés, un pays entier n'était dirigé que par un roi et sa poignée de ministres. Seule l'élite avait accès à un certain pouvoir. Au cours des siècles, le pouvoir s'est de plus en plus divisé et démocratisé. Ce fait a créé un malentendu très répandu. Les groupes n'auraient plus de pouvoir centralisé, celui-ci serait maintenant partagé entre plusieurs personnes. Or, dans les faits, le pouvoir a certes évolué par le nombre de ceux qui l'exercent, mais il n'a pas changé de nature. Il y a certainement moins de tyrans tout-puissants qui ont droit de vie ou de mort sur des millions de personnes, mais il reste des milliers de petits tyrans régnant sur de plus petits domaines, et ceux-là imposent leur volonté par des jeux subtils de pouvoir, leur charisme, etc. Dans tout groupe, le pouvoir se concentre entre les mains d'une ou deux personnes, car c'est une caractéristique éternelle de la nature humaine. Les gens s'agrègent autour d'une personnalité forte, comme les planètes sont en orbite autour du Soleil. Entretenir l'illusion que la centralisation du pouvoir n'a plus cours amène à commettre d'innombrables erreurs et à gaspiller en vain son énergie et son temps. Les gens de pouvoir ne perdent jamais de temps. Vus de l'extérieur, ils ont l'air de jouer le jeu, croire que le pouvoir est partout partagé, mais on finit par constater qu'ils gardent un œil sur les quelques personnes qui ont les cartes en main. C'est sur ces personnes-là qu'ils agissent. En cas de trouble, ils en cherchent la cause sous-jacente, la forte tête qui a créé le problème et dont il faudra se débarrasser pour ramener l'ordre. Dans sa pratique de la psychiatrie, le docteur Milton H. Erickson avait constaté que lorsqu'une dynamique familiale était perturbée, c'était toujours le fait d'une seule personne, d'un fauteur de trouble. Lors des séances de groupe, il isolait symboliquement ce membre de la famille en le faisant asseoir à l'écart des autres, ne serait-ce que de quelques pas. Progressivement, ceux-ci comprenaient que ce paria était la source de leurs difficultés. Une fois que vous avez identifié le fauteur de trouble, désignez-le aux autres. Vous aurez accompli quasiment tout le travail. Comprendre qui contrôle la dynamique du groupe est crucial. Souvenez-vous, les trublions agissent toujours camouflés au sein du groupe. Ils dissimulent leurs actes en les mêlant intimement à celles des autres. Démasquez-les et ils perdront immédiatement le pouvoir qu'ils ont sur eux. Un des éléments clés de tout jeu de stratégie est d'isoler les pions ennemis. Aux échecs, on tente d'acculer le roi dans un angle. Au jeu de Go, on s'efforce d'encercler les forces adverses par poche afin de les immobiliser. Mieux vaut souvent isoler ses ennemis plutôt que de les détruire. On paraît moins brutal. Et le résultat est le même, car au jeu du pouvoir, l'isolement, c'est la mort. La tactique la plus efficace est de séparer votre victime de sa base. Lorsque Mao Zedong cherchait à éliminer un adversaire de l'élite dirigeante, il évitait la confrontation directe avec lui. Silencieusement, avec subtilité, il l'isolait progressivement, divisant ses alliés, réduisant le nombre de ses partisans. Très vite, l'homme s'évanouissait dans la nature. Le charisme et l'apparence sont essentiels dans le jeu du pouvoir.
Pour séduire, notamment au cours des premières étapes, il faut être constamment présent, ou du moins donner cette impression. Loin des yeux, loin du cœur. Si vous êtes trop souvent hors de vue, le charme cesse d'agir. Le premier ministre de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, Robert Cecil, avait deux principaux rivaux. Le favori de la reine, le comte d'Essex, et son précédent favori, Sir Walter Raleigh. Il s'arrangea pour les envoyer tous les deux en mission contre l'Espagne. Une fois qu'ils furent absents de la cour, il entreprit de circonvenir la reine pour assurer sa position de premier conseiller, en amoindrissant l'affection de la souveraine pour Raleigh et pour le comte. Il y a une double leçon à tirer de cet exemple. Primo, votre absence de la cour vous met en danger. Ne quittez jamais la scène en période d'agitation, car votre absence peut à la fois symboliser et entraîner une perte de pouvoir. Secondo, à l'inverse, il sera extrêmement efficace de parvenir à éloigner vos ennemis dans les moments critiques. La technique de l'isolation a d'autres utilités stratégiques. Dans une démarche de séduction, il est souvent avisé de couper la personne de son contexte social habituel. Cela la rendra vulnérable et votre présence n'en aura que plus de valeur à ses yeux. Les escrocs cherchent également à isoler socialement leurs cibles, les projetant dans de nouveaux environnements où ils ne sont pas à leur aise et se laissent plumer plus facilement. Vous croiserez souvent des personnes de pouvoir qui se sont coupées de leur groupe. Peut-être leur réussite leur est-elle montée à la tête et se sentent-elles supérieures. Ou peut-être ont-elles perdu la capacité de communiquer avec les gens du commun. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous, cela les rend vulnérables. Aussi puissants qu'ils soient, les individus de ce genre sont facilement manipulables. Le moine Raspoutine avait gagné de l'influence sous le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra de Russie grâce au gouffre considérable qui les séparait du peuple. Alexandra surtout, qui était étrangère. Raspoutine se servit de ses origines paysannes pour entrer en faveur auprès d'elle, car elle cherchait désespérément le contact avec ses sujets. Une fois introduit dans le cercle restreint de la cour, Raspoutine se rendit indispensable et acquit énormément de pouvoir. Allant droit au but, il avait visé la seule personne de Russie qui tenait les rênes, car la tsarine menait son mari par le bout du nez. Et il n'eut même pas besoin de l'isoler, le travail était déjà fait. La stratégie de Raspoutine peut vous être très profitable. Prenez pour cible des personnes qui détiennent des positions importantes, mais qui sont seules, une véritable aubaine, facile à séduire et capable de vous propulser vers les plus hautes sphères du pouvoir. En fait, il faut viser le berger, car c'est à travers lui que vous parviendrez à capturer tout le troupeau, au-delà de même vos espérances. Lorsque Hernando Cortés et Francisco Pizarro unirent leurs faibles forces contre les empires incas et aztèques, ils ne commirent pas l'erreur de se battre sur plusieurs fronts, ni de se laisser intimider par le nombre de leurs ennemis. Ils se contentèrent d'en capturer les rois, Moctezuma et Atahualpa. Deux immenses empires leur tombèrent entre les mains. Sans son chef, le groupe perd son centre de gravité et s'effondre. Visez les chefs, abattez-les, et vous n'aurez plus que l'embarras du choix dans la confusion qui suivra. Image : le troupeau de moutons gras. Ne perdez pas un temps précieux à tenter de chaparder un mouton ou deux. Ne risquez pas votre peau sous les crocs des chiens. Visez le berger. Éloignez-le et les chiens suivront. Abattez-le et le troupeau se dispersera. Vous n'aurez plus qu'à cueillir les moutons un à un. Autorité. Si vous bandez un arc, prenez le plus solide. Si vous lancez une flèche, lancez la plus longue. Pour abattre un cavalier, abattez d'abord son cheval. S'il faut des captifs, saisissez d'abord leur chef. Comme un pays a ses frontières, le meurtre a ses limites. Si une attaque ennemie peut être arrêtée, pourquoi faire plus de morts et de blessés que nécessaire? Du Fu, poète chinois de la dynastie Tang, 8e siècle. A contrario,
Quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance, écrit Machiavel. Si vous essayez d'isoler votre ennemi, assurez-vous qu'il n'aura pas les moyens de vous rendre la monnaie de votre pièce. En d'autres termes, si vous appliquez cette loi, veillez à être en position de supériorité pour n'avoir rien à craindre de sa rancœur. Andrew Johnson, successeur d'Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis, percevait Ulysses S. Grant comme un élément gênant de son gouvernement. Il l'isola pour préparer sa destitution. Cela ne fit que mettre en rage le grand général, qui répliqua en formant un groupe de soutien au Parti républicain afin de briguer la présidence suivante. Il aurait été beaucoup plus sage de garder un homme comme Grant dans le rang, là où il était moins dangereux, plutôt que de risquer sa vengeance. De même, vous constaterez souvent qu'il est préférable de ne pas vous mettre trop de personnes à dos. Tenez-les à l'œil plutôt que de vous en faire des ennemis jurés. En les gardant à vos côtés, vous pourrez discrètement saboter leur groupe de soutien. Lorsque vous déciderez de frapper, leur chute sera brutale et rapide. Ils ne comprendront même pas ce qui leur arrive.